me mettre ici pour bien voir tout le monde. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est super le fun de vous voir. Puis ce genre de groupe-là crée vraiment une belle dynamique. Là. Fait que c'est le fun de pouvoir échanger en plus petits groupes. Fait que merci à Fenestration Canada là, de nous permettre ces événements-là. Merci à Protomac de nous recevoir comme si on était de la famille. On est content de voir ce que vous faites, puis on a hâte d'aller voir ce qui se fait à votre usine également. Nos commanditaires, on a Novatech, Sherwin-Williams avec nos deux participants présents. Je suis contente de vous voir, merci. Puis évidemment, ben là, on le dira jamais assez, mais merci à Jean-François et Nadine là, de nous recevoir. Donc, en fait, la raison pour laquelle on est ici, c'est un événement du chapitre du Québec. Comme vous le savez ou pas, Fenestration Canada, c'est comme un peu subdivisé en chapitres pour, favoriser un peu les activités là, de chaque secteur, si on veut. Puis, nous ici, là, étant le chapitre du Québec, on a pris l'initiative depuis l'année dernière là, de créer ce genre de petits événements-là pour rassembler des petits groupes de gens où est-ce qu'on peut échanger, où est-ce qu'on en profite pour avoir de la formation, des échanges sur certains sujets. On fait des belles visites d'endroits. Fait que c'est ce genre d'événement-là que vous allez voir. On a fait en mai dernier, on est allé à Varennes chez UL Club, puis on est ici aujourd'hui. Donc, c'est le genre d'événement là, que vous allez voir peut-être se répéter un peu. Donc, je vous invite à être présent puis à en parler à d'autres de vos connaissances. Puis, généralement, là, c'est des événements qui sont très appréciés. Donc, mais merci à vous tous d'être là. Fait que moi, je me suis plus ou moins présentée, hein, en fait. J'ai juste comme commencé comme ça, mais moi, c'est Marie-Pierre. Je suis co-chair avec Samuel du chapitre du Québec pour Fenestration Canada. Puis, en dehors de ça, je suis aussi co-actionnaire chez Porte et Fenêtre Président. On est un manufacturier de fenêtres à Longueuil. Donc, ça fait le tour. Donc, je vous présente Jean-François, qui s'est joint à nous pour nous partager de ses connaissances. En fait, là, on lui a demandé de nous entretenir un peu sur quelques sujets là, d'actualité là, dans le domaine des portes et fenêtres. Donc, il va partager un peu avec nous là, des petites choses à savoir. Donc, merci. Merci. Merci, Marie-Pierre. D'abord, j'aimerais remercier beaucoup Nadine et Jean-François, on l'a fait, pour nous avoir reçus. Mais en passant, ça vient d'ouvrir. C'est superbement bien situé entre Montréal et Québec. Donc, s'il y en a qui ont des réunions à faire avec des clients, avec d'autres collègues, je pense qu'ils vont être les bienvenus. Fait qu'il va falloir avoir une liste de réservations parce que ça va rentrer. Donc, encore merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous recevoir tantôt à l'usine. OK? On dit l'usine ou moi? L'usine. OK. OK. Good. Mm. Mais on visite comme ça par au courant des jours de votre café, ça va passer au café de Carlis, en l'honneur de la mère de Jean-François. Donc, Inès et nous aime pas, la chef et nous aime pas, fait que on fait ça dans ce sens-là, fait que progressivement, on va y arriver dans ce sens. Bravo puis bon succès. C'était très bon. OK, on va commencer. Bon, moi, Jean-François Kogovsek, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui me connaissent. Pour faire une histoire courte, j'ai commencé dans l'industrie en 83 chez Arcon Canada, donc acteur national des ventes, pour les ventes au gros, donc les distributeurs, les installateurs et tout ça. J'ai eu ma propre affaire, si on veut, IDK Porte-Fenêtre, pour ceux qui le connaissent, à Saint-Bruno. Donc, j'ai été 20 ans au niveau du détail de l'installation et tout ça. J'ai fait un petit séjour chez Novatech. Après, j'ai débuté ma consultation dans la certification des portes et fenêtres. C'était pas mal nouveau, Energy Star à l'époque, 2005-2006. Et par la suite, je suis devenu directeur général de l'opérative d'achat Fenestra.
en décembre et donc j'ai gardé des petits mandats. Je suis semi-retraité, donc soyez patient avec moi. Alors, OK, on va commencer le technique tout de suite. Suite à la réunion qu'on a eue, Samuel et Marie-Pierre et d'autres membres qui étaient là, on a dit, c'est quoi les sujets que vous aimeriez entendre parler? Parce que dans Portes et Fenêtres, il y en a. Et on a dit, ben, on a un petit problème avec la condensation, expliquer ça à nos clients, surtout quand on installe ou aux clients de votre client, qui des fois ont de la misère à comprendre qu'avant, il y avait des fenêtres pas bonnes, avec pas beaucoup de condensation, puis là, ils ont acheté des bonnes fenêtres, il y a plein de condensation. Y a-t-il moyen de l'expliquer? C'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est tenter de vous donner des pistes de solutions pour l'explication à donner aux clients. J'en ai parlé un peu à Stéphane. On devrait faire un petit, on appelle ça un white paper, un papier blanc. Ça se dit comme ça? Je ne suis pas sûr. Hein? Ça sonne pas bien, là. Donc, qui pourrait servir aux gens, aux manufacturiers pour expliquer justement aux clients. Ça s'explique, c'est un phénomène, c'est pas ésotérique. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, souvent, la question, c'est pourquoi mes nouvelles fenêtres sont pleines d'eau? Okay? Ils n'avaient pas avant. Depuis que je les ai changées, j'ai ce problème-là. Donc, la présentation, on va parler un peu des causes. Pourquoi il y a de la condensation dans la maison? Pourquoi ça se passe? Donner des pistes de solutions. On va aussi voir un guide pour mieux contrôler l'humidité relative. Il y a des taux qu'on devrait respecter, des taux d'humidité selon la chaleur extérieure et tout ça. Et encore une fois, ce n'est pas ésotérique, c'est publié sur un NERCAN, c'est publié sur différents sites. Puis ça serait peut-être bien, comme vous êtes tantôt, que Fenestration Canada puisse publier ces choses-là pour vous aider. Puis ensuite, on a un autre problème maintenant, c'est la condensation extérieure, qu'on n'avait pas avant parce que nos thermos n'étaient pas performants. Mais maintenant qu'ils sont performants, ben oui, on a ce problème-là. Puis ça, c'est dur à résoudre. Il faudrait contrôler l'humidité dehors. OK, donc, comme ici, des fenêtres très performantes, à l'automne, à côté d'une rivière, ça se pourrait qu'il y ait un peu de condensation dans les fenêtres. Donc, température et humidité, c'est relié directement. Donc, la température extérieure et l'humidité intérieure vont causer des problèmes d'humidité. Donc, un taux d'humidité trop élevé à l'intérieur, une température froide à l'extérieur, vont faire que votre partie intérieure de vos fenêtres va se refroidir et donc la condensation va se créer sur les fenêtres. Comme on voit, ça peut même faire de la glace si votre fenêtre n'est pas performante du tout. Différentes façons de le régler facilement, des fois enlever le moustiquaire seulement. C'est juste, ça va aider, ça va respirer. Et ça, c'est, comme je vous dis, c'est des choses qui sont dures à expliquer, je l'ai vécu 20 ans. La plupart, ils peuvent être résolus. On peut les gérer. Est-ce que c'est 100% pas d'humidité? Pas de condensation des fenêtres? Bien, il faudrait que ça soit très sec à l'intérieur. Puis là, vous allez vous buter à la médecine qui dit, bien là, c'est pas bon pour la santé. Donc, il y a un compromis à faire entre vos fenêtres. Et puis là, je ne vais pas plus loin parce que s'il y a de l'eau dans les fenêtres, il y en a peut-être dans vos murs. S'il y en a dans vos murs, bien là, ça peut créer d'autres problèmes beaucoup plus grave que d'en avoir dans vos fenêtres. Donc, encore une fois, on se bute à l'être humain qui reste là et les matériaux de construction de votre maison. Donc, mais comment on pourrait le contrôler? Bien, il y a des appareils de ventilation qui le permettent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà, je ne veux pas faire de publicité, là, mais Humidex, par exemple, qui est une compagnie qui fait des déshumidificateurs au Nouveau-Brunswick, qui est très efficace. Une colonne dans le sous-sol, qui va là, qui prend l'air humide en bas, puis qui l'envoie dehors. Et ça fonctionne beaucoup au printemps et à l'automne. C'est là que l'humidité rentre dans la maison. L'été, si vous réussissez à faire la job, puis vous avez un air climatisé, vous n'aurez pas d'humidité. Donc, ce qui arrive, c'est que l'humidité monte dans vos murs et se rend à peu près à moitié de vos murs. Et là, quand vous commencez à chauffer en septembre, octobre, novembre, bien là, ça s'assèche, mais en s'asséchant, ça va quelque part. Ça se ramasse souvent dans vos fenêtres. Ce qu'on appelle la saison des cales d'humidité, c'est novembre, décembre. On commence, puis tant que la maison n'aura pas complètement séché ce circuit-là, là, vous allez avoir de la condensation. Il y a aussi des humidificateurs mal réglés.
sais pas s'il y en a encore qui ont des fournaises à l'air chaud. Avant, il y avait ça là-dessus. En plus de faire un paquet de bactéries, parce que les gens ne changent pas l'eau. Ça pousse l'humidité dans la maison partout. Problème, encore une fois. Humidité extérieure élevée, comme on a dit, l'automne et le printemps, c'est humide dehors. Donc, ça rentre, comme je vous disais, puis après ça, il faut le régler quand on commence à chauffer. Donc, ça va être des raisons on va regarder plus de raisons, mais les sources possibles, ben, les bains, les dos. Tu sais, si on n'a pas de ventilateur dans la salle de bain, puis que ça fait du bien après une grosse journée d'ouvrage de prendre un bain pendant 1 heure ou de prendre une douche pendant 20 minutes, et là, je ne parle pas des adolescents, OK? Ça peut être un peu plus long. Eh bien, à ce moment-là, il serait possible que vous créiez un surplus d'humidité. Donc, avoir des ventilateurs pour le rejeter à l'extérieur, ça serait une bonne idée. Lavage de la vaisselle ou des vêtements. Ça aussi, ça crée de l'humidité. Je ne vous dis plus de laver votre vaisselle, mais il faut s'en rendre compte. Et si on voit, par exemple, les vêtements, les gens qui font sécher leur linge à l'intérieur pour économiser de l'énergie de la sécheuse, ou parce que le linge n'y va pas. Moi, j'ai vu des sous-sols quand j'allais faire mes cales d'humidité avec des cordes à linge, là. Ça séchait, mais ça va où, ça? Ça monte. La pression hygrostatique fait monter l'humidité dans les étages supérieurs. Souvent, on dit, oui, mais c'est au sol, je n'ai pas d'humidité dans le sol. Non, non, ça monte. Ça sera en haut, puis là, vous le voyez dans vos fenêtres. Okay. Les aquariums, ben, il y en a qui ont des aquariums, je suppose que vous avez déjà vu, c'est quasiment une piscine intérieure avec des poissons dedans. Ça peut en créer aussi. Préparation des repas, vous faites cuire. Puis, tu sais, il ne faut pas que tu arrêtes tout, mais il faut que tu sois conscient que si tu fais bouillir de l'eau et que tu n'as pas de ventilateur au-dessus de ton poêle, bien, on va aller quelque part, cette humidité-là. Séchage du bois chauffeur. Comment tu vois, j'ai vu, ils font sécher leur bois dans le cadre. Mais là, tu as 4 cordes de bois qui sont humides puis qui sèchent tout l'hiver en bas. Tu viens de créer un surplus d'humidité énorme à ce niveau-là. De l'eau stagnante, par exemple, quand vous avez vos problèmes de drain français. Ça arrange par des ouvertures à un endroit que vous n'allez pas souvent dans le sous-sol. C'est un atelier où là, c'est là. Vous avez de l'eau stagnante qui est là, bien, pas d'humidité. Vos cabinets de toilette, vos bols de toilette. Fermez la lunette. Vous allez encore une fois en sauver. C'est toutes des choses à faire si on ne veut pas avoir d'humidité. L'inspiration, respiration des êtres vivants dans la maison. C'est sûr que on crée, moi quand j'avais suivi un cours là-dessus, l'équivalent d'une chaudière d'eau que vous lanceriez sur le plancher un être humain qui respire dans une journée dans une maison. Donc, à quelque part, il faut que ça sorte. Oui? Le manque de circulation. Tout à fait. Tout à fait. Et on sait qu'au Québec, on a beaucoup de plaintes électriques, donc zéro ventilation. Puis je parle des plaintes longues à terre qui ne font aucune ventilation, pas comme les. Là, maintenant, il y en a qui. Les convecteurs circulent un peu mieux. Mais à l'époque, il y a encore beaucoup de gens qui chauffent comme ça. Vous avez zéro circulation dans la maison. Donc. Il y a une certaine convection qui se fait. Oui. Mais ce n'est pas la meilleure ventilation possible. Les plantes, moi, je regarde chez nous, ma femme. Des fois, je me dis, on se penserait au stade olympique, là. Jardin botanique, là. Je dis, tu sais, quand t'arroses, là, puis t'arroses, tu t'arrêtes vraiment, il faut que ça sèche. C'est mieux que des plantes de plastique, je n'arriverai jamais à la convaincre, mais qu'elle soit consciente qu'elle cause de l'humidité dans le. On voit souvent, on voit cette belle grosse bay window. Les gens, ils prennent toute cette belle tablette-là pour mettre plein de plantes. Puis là, il y a de l'eau dans le bay window. Ça coule. Ça va sur la tablette de chambre. Tout ça. Comment on peut réduire ça? Des pistes de solutions, réduire les sources d'humidité. C'est important, pas juste pour l'humidité. Vous savez, une craque en bas qui fait rentrer de l'eau, il faudrait le résoudre. C'est un problème. Si vous avez, par exemple, pas de ventilateur dans la cuisine quand vous cuisinez, peut-être essayer de poser un ventilateur dans la cuisine. Donc, toutes ces choses-là peuvent être réglées tranquillement. Installer des gouttières, ça n'a l'air de rien, mais quand il n'y a pas de gouttière, puis il y en a beaucoup qui n'ont pas de gouttière, l'eau, elle tombe là, elle descend au drain français, et tout votre mur extérieur est mouillé, est humide, et ça finit par traverser le ciment. Okay? Et donc, ça sera à l'intérieur. Réparer les fissures, les pentes du terrain. Tu sais, les gens, j'ai vu mon voisin en face, il a fait changer ses drains français. Et moi, je regardais ça, je suis intéressé, parce que
Et c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir que je fasse bientôt. Et là, je regardais ça, puis les gars, ils font le terrassement. C'est beau. Et là, je dis, ta finition, tu fais ça dans 1 an et demi. Non, non, je vais finir tout de suite. Ça va tout revenir vers ta maison. La terre va se taper. Puis comme de fait, 1 an après, là, ça allait vers la maison. Je dis là, c'est comme rentre dans la maison, mon eau. Là. Tu sais, je t'invite à venir. Donc, je vois, moi, j'ai fait ça, ça fait quand même longtemps que je fais ça. J'ai tout le temps la carine de l'eau dans la maison. Il y en a qui font ça, des voisins, ils copient. Je mets des tuyaux de 10 pieds, ABS, au bout de mes gouttières pour l'éloigner pendant l'hiver. Tu sais, parce que ça fond, ça gèle, ça fond, on sait les hivers qu'on a. C'est tous des petits trucs pour essayer d'utiliser votre humidificateur prudemment. Il y en a des gens qui font marcher ça à l'année, full blast, puis ils mettent de l'eau. Encore une fois, vous créez de l'humidité peut-être trop. On dit que l'humidité relative parfaite de la maison se situerait en. Pour les médecins, je pense que c'est 35-45 dans ce coin-là. C'est bien. Mais pour la maison, ça serait plus du 25. Donc, compromis entre les deux. J'accepte un petit peu d'humidité ou de condensation dans mes fenêtres, mais pour respirer un peu mieux dans la maison. Donc, c'est une logique de. Plus ça va, plus les maisons sont isolées, sont étanches. On met un pare-vapeur extérieur, on met un pare-vapeur intérieur, on l'isole en masse, on en dans le plafond. Il n'y a plus d'humidité qui sort. Les vieilles maisons, ça sortait par des prises électriques, ça sortait par. Peu importe, mais ça sortait. Puis des ventilateurs d'extraction intérieure. C'est sûr que quand tu pars le ventilateur dans la salle de bain puis tu le laisses marcher toute la journée, tu pousses l'air chaud aussi dehors, oui, effectivement. Mais tu peux mettre un minuteur là-dessus, puis au bout de 30 minutes, ça arrête. Il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, c'est des choses que vous pouvez expliquer à votre client. Et bien sûr, je pense que quand vous faites l'installation, équipez-vous d'un hygromètre. Là. Parce que la personne va dire, gars, c'est pas si pire, regarde, mon thermostat, il dit qu'il y en a 36. Et là, vous prenez la température. Ça se vend chez Jean Coutu. Tu achètes un hygromètre, tu dis au monsieur ou à madame, mettez-le sur la table, je vais revenir dans le centre. Là, vous le voyez. Là, même lui, il va le voir. Là, son taux d'humidité, par rapport à son hygromètre, sa fournaise, là, ne marche pas toujours. Donc, ça, je l'ai dit. Utiliser un déshumidificateur au sol pendant l'automne, le printemps, l'été. Comme je vous disais, moi, j'utilise beaucoup le Humidex, qui est la colonne d'air, mais il y a des déshumidificateurs qui se vendent. L'inconvénient, il faut le vider. Parce que puis les gens, quand ils vont le mettre, ils vont dire wow, j'ai tout tiré ça d'eau par la journée, puis ça n'a pas vraiment baissé parce que, justement, il y a un gros surplus. Donc, c'est l'installation qui est différente. Mais déjà, juste de voir ça en achetant un déshumidificateur, ils vont dire OK, j'ai un problème. Il y en a qui j'ai vu des belles installations. C'est des déshumidificateur de plancher avec un tuyau qui se rend dans le drain. Donc, il n'y a pas besoin de vider, ça se fait tout automatique. Améliorer la performance énergétique des fenêtres, je pense que c'est ça qu'est-ce qu'on fait. On améliore la performance énergétique. C'est sûr que si votre fenêtre intérieure est plus chaude, effectivement, vous allez avoir une condensation. Et d'ailleurs, les tests, je ne sais pas si les gens ont déjà vu quand on prend un double et on met un Lowy sur la surface 4, donc à l'extérieur. OK? Non, surface. Ouais, à l'intérieur. Ça fait que c'est surface 4. Puis on me disait au début, au surface 4, on va le gratter, ça va faire des graphiques, on va le voir. Et non, c'est très résistant. Les manufacturiers de verre ont réussi à faire une belle job là-dessus. Par contre, ça fait quoi? Mais ça refroidit l'intérieur de votre verre parce que le Lowy le repousse la chaleur. Et donc, votre verre, même en dessous de la couche de Lowy, est plus froid. Et donc, en le faisant, j'ai vu des tests que des gens avaient fait, des manufacturiers, il y a plus d'humidité à l'intérieur qu'avant. Par contre, le verre est plus chaud. Si vous mettez votre thermomètre proche, c'est mieux. Oui. Marie, tu as une. Non, j'assimile ce que tu dis au fur et à mesure. C'est parce qu'il pousse la chaleur. Donc, la chaleur reste en surface du Lowy, il fait chaud. Par contre, le verre en dessous est refroidi, donc il fait une condensation. À l'intérieur, tandis que quand tu es à 2, Exact. Au moins, ton verre est chaud. Ta partie vitrée, si tu veux, de ta chose. Regardez les rideaux, les stores ouverts le jour.
Ça, c'est un problème qu'on a généralement. C'est que l'été, il faut dire le contraire à nos clients. Parce que plus ça va, plus on a des verres qui vont chercher le gain solaire. Et donc, on leur dit, ben, fermez vos stores le jour quand vous n'êtes pas là. Parce que là, ça chauffe la pièce, puis vous n'êtes pas confortable, la climatisée ne ferme pas. Contre l'hiver, ben, le jour, il faudrait l'ouvrir. Un, vous allez avoir un gain solaire, puis deux, ben, la vitre va être plus chaude à ce moment-là, et ça va circuler votre air chaud au niveau du ventre. Maintenir une chaleur suffisante, ça aussi, si on maintient ça, je ne sais pas moi, à 17-18 de jour, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la condensation à ce niveau-là. Puis ajouter de la circulation d'air, comment je fais ça? Ben, je laisse les portes ouvertes. Déjà, si je n'ai pas d'autre façon. Il faut que l'air circule. Il y a des échangeurs d'air, effectivement, qui font le travail. Donc, il y a des équipements. C'est sûr que ce n'est pas facile à expliquer à un consommateur qui n'est pas content. Parce que tu dis, moi, j'ai acheté des fenêtres, j'ai de la condensation. Tu me dis, pour régler mon problème, il faut que j'investisse un autre 2000 $. 3000 $. Ça va-tu marcher, ce coup-là? Exact. Donc, à ce moment-là, moi, je vais vous dire, c'est ce que je conseille aux manufacturiers ou ceux qui vendent les... Êtes-vous équipés? Avez-vous des outils? Bon, moi, j'étais tanné des cadres de service pour ça. J'ai les réglé, moi, dans le temps. Ça ne règle pas tout. Mais j'avais une feuille qui indiquait tout ça à mes clients avant même que j'ai installé les fenêtres. Au moment de la vente, je leur disais, regardez, on met des meilleures fenêtres, donc ça pourrait faire de la condensation à cause de ces éléments-là. Donc, vérifiez. Donc, c'est ça quand je le dis, tiens, il ne faut pas se mettre la tête dans le sang en disant ça va passer. Vous allez être appelé à l'automne, c'est des surplus d'identité. Oui. Si je comprends bien ce que tu as dit, quelque chose de bien à dire aux clients, c'est que si tu le vois dans tes fenêtres, c'est qu'il y a un problème que tu ne voyais pas avant, qui est probablement dans tes murs ailleurs. C'est pas juste parce que tu fais des teintes neuves, les teintes neuves te permettent de voir un problème que tu ne voyais pas avant. Exact. Voici la liste pour régler ton problème, on va sauver ta maison. Voilà. Allô? Okay. Oui, puis je suis content de ce que tu amènes comme point. C'est un peu, moi je disais dans le temps, un peu comme un diagnostic de médecin. Tu as mal à la tête, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est parce que c'est un cancer. Tu sais? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, la cause n'est pas nécessairement le symptôme. Je ne suis pas fin, hein? Je suis un peu raide, mais bon. Mais je vais régler ton mal de tête. Où le symptôme visible n'est pas nécessairement le problème. Exactement. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de faire. L'autre point qu'on regarde, puis on a appris que le temps, au moment où ça a été fait, ça c'était en 2004. C'était Nercan qui avait sorti ça. Le positionnement de la fenêtre. Donc, éviter de les installer vers l'extérieur. Les extrudeurs, à un moment donné, avaient la moulure à briques. Fait que ta fenêtre se retrouvait des fois souvent à l'extérieur parce que ça faisait des belles tablettes en dedans. Les gens aimaient ça, mais l'idéal, ce serait qu'elle soit égale au du bras. On s'entend, donc? Oui? Non, vas-y. Ce que mon collègue disait, c'est quand on fait des fenêtres, c'est toujours testé du côté intérieur, pas si correct. En fait, parce que je peux enchérir, oui, on fait des beaux documents techniques, des installations. Oui. Parce que comme vous dites souvent, c'est les moulures à briques qui est le problème. La façon de pouvoir étancher. Moi, est-ce que je peux enchérir par rapport à la ventilation? Oh oui, vas-y. Ça se peut faire beaucoup en bâtiment. Vous avez un enregistrement, je m'excuse. Ah oui. Je travaille beaucoup avec le niveau du bâtiment, puis c'est sûr qu'il y a une portion de bâtiment ancien, puis une portion de bâtiment nouveau. Tu sais. Oui, la méthode d'installation, souvent les manufacturiers, ce qu'on a vu, c'est qu'ils vont souvent installer dans un vieux cadre pour faciliter l'installation. Puis les vieux cadres sont souvent mal isolés, puisque le courant d'air qui va passer entre les deux sections va aussi causer, parce que il y a le problème d'entrée d'air. Puis souvent, même si on peut changer une vieille prise puis on vient briser le pare-vapeur, on va sentir vraiment un courant d'air. À partir du moment que la barrière a été brisée, ça fait vraiment rentrer l'air. Puis au niveau des échangeurs d'air, il faut faire attention. Parce que les échangeurs d'air, eux autres, il y a différentes qualités. Puis, il faut travailler vraiment avec un échangeur d'air qui est en recirculation parce que les anciens modèles avant, mettons, 2018, c'est qu'ils faisaient des échanges d'air, mais ils rentraient aussi beaucoup d'humidité.
Donc, à cette heure, il y a des échangeurs d'air qui sont plus automatiques, qui vont fermer les volets là, quand on parle des trappes là, à l'intérieur de l'appareil. Puis, parce que ça n'enlève pas l'humidité à un échangeur d'air. Donc, tout dépendant des périodes de l'année, c'est vraiment le client, il faut qu'il soit conscient de ça aussi. Parce qu'ils sont là, OK, c'est bon, c'est fun, j'ai un échangeur d'air, puis ils le mettent, puis tu sais, ça roule, puis ils le mettent au maximum. Puis là, on voit la petite maison avec la roulette qui tourne, sauf que s'ils ne respectent pas les caractéristiques de leurs appareillages, autant que ce soit en humidité qu'en ventilation, ils vont venir avec le même type de problème pour ça. Puis au niveau de l'installation pour les tests des fenêtres, le window testing, you said test by the inside of the wall and the manufacturer. That's right. When Can you test it- explain? When you test the window, pardon pour l'anglais. Go ahead. Pardon pour l'anglais. When you test or simulate a window for condensation, it is tested with the window installed flush to the interior wall with a heat and airflow source directly beneath it. As you can see right here, there's no heat source underneath that window. There's no heat source underneath those windows over there, and they are installed very far out to the exterior. Windows can be installed flush to the interior, but it's not very often seen. Just for the convenience of people. But the effect of that is that they're going to be that much more susceptible to condensation in the future. Exact. Et justement, ce que vient de dire Jim, c'est qu'en installant les fenêtres vers l'intérieur, on va pouvoir beaucoup éviter la condensation. Parce que, dans le fond, ce que j'allais dire avant que tu poses la question, c'est correct, c'était que, dans le fond, ce que vient de confirmer Jim, c'est que si le verre était égal au gyps, il n'y en aurait pas de condensation des fenêtres, parce que l'air circulerait dessus. OK? De chauffage en dessous, oui. C'est bon, oui, effectivement, pour sécher la fenêtre. Ce qu'il disait, c'est que les avait sur chaque côté de la fenêtre. On s'en avait un système de... Ici, ils sont en dessous, là-bas. Ouais. Mais encore une fois, si on met ça en dessous, puis je mets un store intégré et que je le ferme, ben lui, il ne sert à rien pour sécher l'humidité, je pense. Je chauffe la pièce. L'autre source, puis c'est justement, ça m'amène à ce point-là, c'est les stores intégrés. Tu sais, c'est sûr que comme ça, la convection naturelle pour sécher le verre, elle va frapper le store. Elle va frapper la toile. Elle n'ira pas frapper le verre. Donc, il faut y laisser un certain espace pour que cette convection-là passe. Effectivement, on a un compromis à faire. Il y en a qui disent, moi, je ne dors pas si ce n'est pas noir, 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 noir. Ben, achète-toi un goût. Ou bien azur la condensation. C'est pas plus compliqué que ça, là. Tu sais? Avec des braquettes, essayer de... Ben, tu l'éloignes, tu ne le mets pas dedans. Tu sais, installer ça dans le cadre, c'est fini. C'était beau, c'était chic. Mais là, c'est mieux de le mettre qui va jusqu'ici, mais par-dessus, avec une certaine aération. Puis quand tu vas mettre ton système par-dessus, ben, tu vas le voir là, que ça circule. Trop à l'intérieur, mais tu vas voir que ça va avoir beaucoup de monde qui vont manger, qui vont voir, puis il va y avoir beaucoup de dehors. Ça va créer de l'humidité. C'est sûr que les stores fermés, le lendemain matin, tu as de l'eau. C'est ça. Je trouve ça drôle. Ça prend un espace de 5-8 pour créer un effet de convection. Donc, si vous descendez un petit peu votre top, vous laissez votre bas un petit peu surélevé, ça va faire un roulement naturel. Mais ça va faire d'autres trous. Mais... Donc, on voit que tout est assez important si on peut se battre contre la condensation. Et ce n'est pas nécessairement les fenêtres qui ont causé ça. C'est sûrement pas les fenêtres qui ont causé ça. J'en ai chez nous. Je ne suis pas sûr de comment il marche. Je ne suis pas certain qu'on le règle avec les saisons. Puis d'après moi, je ne suis pas le seul. Non. On doit être 90% qui vont ça chez eux. Il y en a une ferme. L'hiver. Aussi, ouais. Même si ce n'est pas fermé, la privée, on va utiliser de la bonne façon. Je suis convaincu qu'il n'y a personne qui sait comment elle marche parce que c'est dur. Il y a qui est allumé. Ça doit marcher. Mais... C'est parce qu'un échangeur d'air, si on parle d'un échangeur d'air, puis tu amènes le point, un échangeur d'air n'est pas un déshumidificateur. Le but de l'échangeur d'air, c'est... Moi, je me souviens dans les années 80, quand ils ont sorti
comment ça s'appelait, là? L'isolation, là, climat, en tout cas. En tout cas, 2, 3. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais étudiant, je travaillais chez Gaz Métropolitain. On faisait des tests de changement d'air dans une maison avec la nouvelle façon d'isoler. Et normalement, un changement d'air dans la maison, peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas loin, que ça devrait être à peu près 7 fois à l'heure. Et avec ça, ça ne se faisait même pas une fois en 1 heure. Ce qui faisait que l'air vicié, quand tu respires, tu fais du... Bon. Et donc, vu qu'il n'y a pas de ventilation, ben ça descend. À un moment donné, quand tu as sifflé, ben, tu as le nez dedans. Et là, tu t'endors. Tu dis, puis à regarder la télé, je m'endors. Bien, c'était le manque de ventilation. Ça, c'était le but de l'échangeur d'air. Parce qu'à un moment donné, ces maisons isolées ça, comme ça, ils mettaient un ventilateur dans les portes d'entrée pour rentrer l'air pour voir si ça allait sortir. Elle ne sortait pas. C'était trop étanche. Donc, la façon qu'ils ont réglé, l'échangeur d'air. Mais les gens ont fait ils se sont mélangés entre échangeur d'air et déshumidificateur, qui sont deux choses complètement différentes. OK? Donc, c'est ça. Mais c'est bon, notre échangeur d'air. Surtout si ta maison est récente, c'est excellent. C'est probablement le 1%. Mais bravo. C'est toi? Non, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont souffrir. Ce que Jim a amené, puis pour aller dans le sens que Danny disait, tu sais que maintenant, les anciennes maisons, c'était mal isolé, il n'y avait pas d'enveloppe extérieure, il n'y avait pas de... Et ben, l'air humide va justement entre la fenêtre et le cadre de fenêtre, si on veut, dans ta structure. Et pour ramener mon cancer de tantôt, ça, tu ne le vois pas. Si tu mets dans ta fenêtre, mais tes murs sont après pourris. Et si tes murs pourrissent, c'est quoi? Parce que j'en ai vu beaucoup, c'est les fourmis qui arrivent après. C'est un autre problème. Donc, les charpentières. Donc, tout ça est lié. OK? Donc, trop d'humidité dans la maison, c'est pas juste les fenêtres, mais dans le fond, il faut dire aux clients, je suis content que vous m'appeliez. Je vais vous expliquer, vous avez un problème. C'est pas mieux. Il y a un tableau qui est sorti. Ça vient de Enercan, ça vient aussi d'une présentation qu'on a déjà faite, je pense que c'est à Toronto, je ne sais pas. Voilà, à moins 29 à l'extérieur, centigrades, on doit avoir 15 dans la maison, si on ne veut pas d'eau. À 15 comme je vous dis, les narines nous collent, on saigne du nez. Donc, il va falloir avoir un petit peu. Et là, à moins 23, ce qu'on voit beaucoup maintenant, c'est du 0 à moins 18, donc 20-25 comme je disais tantôt, c'est ce qui est bon pour la maison, pas nécessairement pour l'être humain. Donc, c'est sûr que l'été, écoute, s'il y a 90 d'humidité dehors puis que tu ouvres tes fenêtres, tu as 90 d'humidité dans la maison. C'est là que ça rentre dans vos murs, puis c'est là qu'il faudrait commencer à s'en occuper. Maintenant, on a aussi la condensation extérieure. Ça, c'est l'autre chose qui se produit. Bien, souvent, comme je vous dis, ici, sur le bord de l'eau, ça peut arriver. Avec des bons thermos, il va y avoir de la condensation. Moi, j'ai vécu un cas quand j'étais au détail, on mettait du calorivert 55, qui était miroir, triple vitage, donc double, ça faisait quadruple. C'était super performant. OK? J'ai vendu ça à un monsieur sur le bord d'un lac, belle maison, dans neuve. Au bout de 3 semaines, il m'appelle. Il dit là, c'est parce que je ne vois plus dehors avant midi. C'est tout condensé. Mais il ne dit pas ça, le pire. C'est que s'il y a un peu de poussière, elle se colle dessus. Là, je lave mes fenêtres tous les semaines. Mais ça, c'est un problème. Comment on peut combattre ça? Écoutez, c'est difficile. Il faudra avoir des thermos moins performants. Ça, c'est vraiment un problème. Donc, il faut donc l'expliquer aux clients. C'est sur le bord de l'eau. Tu risques d'avoir ça. Moi, j'en ai chez moi. Quand tu mets la climatisée l'été dans la maison, tu as des bons thermos. Donc, ça garde la fenêtre dehors condense. Okay? Puis dans le fond, une façon que j'ai trouvé de l'expliquer à un moment donné, quand vous sortez à l'automne, puis il y a de l'eau sur les fenêtres de votre auto, tu penses que l'auto n'est pas bonne, mais tu as le même problème qui se produit. Okay? Donc, ça n'a rien rapport, c'est effectivement la condensation qui se fait sur le verre extérieur. C'est un problème. Il y a un document qui va bientôt être disponible de Fenestration Canada, que Terry m'a envoyé, que j'ai mis là juste pour info, qui explique justement pourquoi il y a de la condensation extérieure
C'est ça, c'est le point de rosée, effectivement. Point de rosée. Oui, mais l'été, elle va se faire dehors. Parce que ton point de rosée est dehors. Puis à l'intérieur, ben, l'hiver. Donc, oui. Si j'ai une maison de 2 millions, puis je suis au bord de l'eau, puis je peux voir, je serais pas mieux de demander des thermos moins bons. Ben, je ne penserais pas, parce que ça va coûter cher, mais je ne sais pas comment ça. Est-ce que ça peut être des ventilateurs extérieurs? Est-ce que. Je ne sais pas. Il n'y a pas, mettons, un Louis ou peut-être un verre, pas de Louis, pas d'argent. C'est parce que ta maison ne réchauffe plus ton thermo l'été. Donc, il est froid dehors parce que tu as des bons thermos. Donc, ça devient comme ton auto. Normalement, si tu rentres à ta fenêtre, tu regardes ton auto, tu en as aussi. Oui, mais ça me fait juste quand je sors à 6 heures le matin. S'il y a du soleil. Ouais. Encore une fois, c'est dur à expliquer, mais c'est ça. Comment ça peut. Oui. Mm-hmm. Parce que là, tu as double Louis. Tu as double Louis puis tu as triple. Là. Donc, tu commences à. Parce que tu me dis 2,5, tu as un triple en plus. Donc, mettons un Louis 360 versus un 180 peut être encore pire. Ben oui. Il ne faut absolument pas vendre un. Ben, c'est un risque. C'est un risque. L'hiver, il va vous adorer. Parce que ça ne coûtera pas cher de chauffage. Ouais. OK. C'est pas rien, là, mais comme je disais tantôt, êtes-vous outillé dans le sens où donner aux consommateurs l'explication avant même d'installer les fenêtres. Prévoyez le fait. Vous allez puis vos calls de service d'un gros pourcentage. On dit, il nous l'avait dit. Hein? C'est gérer les attentes, dans le fond. Exact. Il y a des choses qui créent, il y a des choses qui aident, il y en a d'autres que malheureusement, il n'y a rien à faire, ben, au moins, si bien il sait d'avance. Ben. Exact. Parce qu'il ne change pas ses fenêtres pour ça, on s'entend? Et puis, souvent, il y en a beaucoup qui vont penser que les nouvelles fenêtres vont régler ce problème-là avec les autres. Fait que ça, il faut s'assurer que le consommateur ne pense pas qu'il va régler un problème de compensation en changeant ses fenêtres. Exactement. Il faut l'avertir un peu d'avance. Oui. Avez-vous des questions? Je pense que j'aime ça quand on les pose à mesure. J'ai tout le temps aimé ça. Mais s'il y en a qui ont oublié ou qui ont été gênés. Questions comme tout le temps, questions, insultes, c'est le temps. OK. Encore une fois, je remercie nos commanditaires. Je n'ai pas fini, mais pour cette section-là, Novatec, Charles Millian, merci messieurs, Contomac, merci beaucoup. Donc, je continue. Ensuite. Norme d'installation CSA 440.4, c'est plus celle sur laquelle je travaille. Je suis vraiment spécialisé dans le résidentiel. Je connais un peu le commercial, mais ce n'est pas mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à l'horizon? C'est sûr que ce n'est pas pour tout de suite. La 19 est en place. CA 440-19, donc 2019. Mais on travaille déjà sur la 24. OK? Là, je vais faire une petite comparaison entre la 19 et la 07 révisée en 2012, donc si on veut la 2012, parce qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez encore sur la 2012. Il n'y a vraiment pas longtemps, seulement depuis 2022, que le Code de construction du Québec réfère à la 2019. Avant, il était encore là. Et il y a des différences qui sont quand même assez importantes. Je donnais beaucoup de formation, même dans les dernières années, ça c'est un petit délai que j'avais sur l'installation, surtout sur la norme, qu'est-ce qu'elle impliquait, qu'est-ce qu'il fallait faire, c'était quoi les changements au niveau des installateurs et tout ça. Donc, il y a des choses qui changent. Pourquoi des codes énormes? On dit souvent, ça ne sert à rien. Ben, moi, j'ai vu ça, je l'ai pris en photo. Là, c'est une photo en cabane de ce côté-là. C'est pour ça qu'il y a des normes, à un moment donné. Ça, c'est comme la personne qui a installé le B-Window n'a pas compris que là, le monde, il faut qu'il marche dans la rue pour l'auto. Celle-là, c'est majeur. Il ne coule plus, Vent. Il ne coule plus depuis une heure. Il est vraiment scellé. Il n'y a pas de tendance à ça. Je ne sais pas. Mais c'est pour ça qu'on a des normes. Puis regardez ce qui vient d'arriver à Montréal en fin de semaine. Les personnes ont brûlé à l'intérieur. Il n'y a vraiment pas de fenêtre. Les normes de la construction, c'est là pour ça. Donc, ce qu'ils ont fait, les gens, c'est qu'ils ont rénové sans suivre les normes. Puis c'est ce qui est arrivé.
Il y a 7 personnes brûlées. Tu sais, aujourd'hui encore, je me dis, c'est un immeuble de 3 ou 4 étages. Il faut que le feu se propage vite pour pas avoir le temps de sortir. Ben non, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Donc, ils ont été conscients qu'ils allaient mourir. Là. C'est tout ça, parce que moi, je me disais, écoute, chez nous, le feu, le système de fumée va se déclencher, va me réveiller, va sortir vers la fenêtre de ma chambre, puis ça va être réglé. Tu sais, pour que je meure là, il faut vraiment que je dorme solide. Là. Tu sais, parce qu'il y en a des affaires qui vont sonner dans la maison. Fait que je me dis, si c'est arrivé, ben c'est des, tu vois, les normes de construction, c'est pas là pour rien. C'est là pour être mouillé. Donc, première édition, elle a eu lieu en 98, la norme d'installation, parce qu'il y avait une demande. Et la demande vient indirectement de Chine. Ça me dit pourquoi de Chine. Quand, en 97, Hong Kong a été remis à la Chine, il y a beaucoup de gens de Hong Kong qui vivaient là, qui ont immigré où? À Vancouver, énormément. Et là, il y a eu un boom de construction énorme. Et ça construisait un peu n'importe comment, sans code, puis rien. Et après ça, ils ont eu le problème, quelques années après, pas longtemps, 4-5 ans, du leaky condo. Donc, c'était des condominiums qui coulaient partout. Ils ont été obligés de refaire tous les parements extérieurs, toutes les assurances. Ils ont dit, non. S'il n'y a pas de code d'installation, on n'assure plus vos bâtiments. Okay? Et donc, c'est là qu'est née la norme d'installation au Canada. Deuxième édition 2007, elle est révisée en 2012. Et comme je vous disais, jusqu'en 22, elle est encore mise en force par le Code de la construction du Québec. Depuis 22, c'est 2019, ils ont révisé le Code de la construction. Puis la 4e édition à venir, c'est 2024. Donc, c'est une norme qui évolue. Pourquoi elle évolue? Parce qu'on change de type de matériaux, on change de façon d'installer. Il y a des enveloppes du bâtiment, comme on disait tantôt. C'est plus scellé qu'avant, donc il y a d'autres méthodes maintenant d'installation. Puis quand je donne la petite formation sur l'installation, je dis toujours, dans le fond, là, les fenêtres, ils sont testées. Ils sont testés en usine, puis ils répondent à des normes très sévères. Vraiment. Les murs maintenant, enveloppe extérieure, enveloppe intérieure, plus rien qui passe. Dans le fond, quand on installe, on est juste responsable du petit quart de pouce qui fait le tour. Mais s'il n'est pas bien fait, tous les problèmes vont arriver encore une fois. Donc, c'est juste le petit quart de pouce-là, tout le tour de la fenêtre, qui nécessite une norme d'installation. Je n'irai pas dans le détail de la norme, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais on voit ici la 2019, c'est la version actuellement dans le code qui est référé dans le Code national du bâtiment canadien et le Code de la construction du Québec. Ils ont été vite là-dessus parce que le Code de la construction du Québec est toujours en retard de 4-5 ans sur la norme, le Code canadien. Mais là, ils l'ont révisé. Une des raisons, il y avait d'autres choses, mais ils ont vite passé la 2019 parce qu'elle était plus exigeante. 24 est actuellement en rédaction. Ça, je peux en parler. Je travaille sur le comité. Puis ça va bien. Il n'y a pas beaucoup de changements, vous allez voir. On n'a pas eu d'informations sur l'adoption possible. Pour une fois, est-ce qu'ils vont le mettre dans le 2025? Peut-être. Probablement au Canada. Au Québec, on verra à ce moment-là quand est-ce qu'ils vont voir le Code de la construction. Terry, qui est mon chef au niveau technique, Terry Adamson, qui a une longue expérience en technique, dans la fenêtre, dans tout ce qui touche la technique, il m'a demandé, il dit au Québec, ils vont-tu adopter la version 2020 du Code avant 2024? Parce qu'il semblerait que le gouvernement canadien l'exige. Mais là, je ne sais pas. Normalement, ils devraient. Puis s'ils le font, ben, la nouvelle norme d'installation va être donnée. La 2019, ils ont fait des documents plus faciles. Plus faciles à comprendre pour l'installateur, plus faciles à se référer. Ils ont simplifié le texte. Avant, on aurait dit que c'est Voltaire qui l'avait écrit. Ils ajoutent plus de notes pour décrire comment installer. Si tu veux suivre les exigences. Remplacer les calculs par des décisions, des oui ou non, avant de demander à l'installateur de calculer. Les gars ne sont pas équipés pour ça. Donc, oui ou non, je le fais. Si c'est ça, c'est oui. Si c'est ça, c'est non. Équilibrage des prescriptions, plus de flexibilité pour s'adapter au chantier. Parce que, je sais pas si vous avez déjà acheté quelque chose. Moi, je me souviens d'avoir acheté un bain.
Puis je me suis dit, le gars qui a développé ce produit-là, il n'a jamais essayé de l'installer. C'était à peu près impossible à installer si tu n'étais pas sur une table dans le milieu d'une usine, puis tu peux le tourner. Donc, des fois, ben, rééquilibrer tout ça parce qu'on demande des choses que ce n'est pas possible. Mettre une membrane sur la rénovation, je m'excuse, là, mais il faut se lever de bonne heure. Puis tu peux peut-être créer des problèmes plus gros que si tu n'en mettais pas. Donc, il y a des choses que la norme exigeait qui ont dit attends, dépendamment des situations. 2012 versus 19, encore une fois, ça inclut des matériaux différents. La 2007 qui avait été révisée en 2012, écoute, tu lisais ça et tu dis ouais, mais on ne fait pas ça avec du PVC, on ne fait pas ça de la vie. Il y avait beaucoup d'installations dans le cadre existant. C'était parti. Maintenant, on remplace au complet. Ils ont aussi déplacé tout ce qui était résidentiel, mais multi-étage. Ils ont dit on va sortir de là, puis on va faire une norme spéciale pour ça, parce qu'encore une fois, c'est différent. Puis, depuis ce temps-là, ils doivent être conformes à la NAF. Vous connaissez tous la NAF, la North American Fenestration Standard. Ce sont les tests physiques. Tous les gens, par exemple, dans les poignées, vous êtes impliqués là-dedans, il faut qu'elles résistent à certaines pressions du vent, les thermos, tout le monde à ce niveau-là. Et donc, avant, on ne l'exigeait pas, maintenant, on l'exige. OK, qu'elle soit à la NAF. Et si on veut être Energy Star, même chose, Enercan l'exige aussi. Avant, il fallait se fier à ce tableau-là pour dire est-ce que je mets plus de cale, moins de cale. Encore une fois, des calculs. Là, ils ont dit garde. Tu le mets à toutes les 400 mm sous les unités scellées, au seuil, tout est expliqué. Tu n'as plus de décision à prendre, tu n'as pas de calcul à faire. Tu n'as pas à dire à telle longueur, donc ça me prend 2 chimes au lieu d'une. Tu sais, pose-toi pas la question, c'est ça. 2019, une des grosses choses qui a été enlevée en 2019, c'est ce qu'on appelait le point R, qui était le point de résistance calculé par les ingénieurs, qu'il fallait que tu dises, c'est là, il faut que je mette ma cale puis ma vis. Ça a changé, ils ont dit, ben, mets-les là en dessous de la manivelle. C'est là qu'il y a le plus de force demandée. OK, donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, si tu n'as pas de cale et tu n'as pas de vis, ça se peut que tu dérègles le système. Changement important, 2024, il va être obligatoire d'installer une membrane au seuil sur les constructions neuves. Encore une fois, sous réserve de la rénovation. Mais ce qu'on dit dans la rénovation, si c'est possible, mettez-la. Puis moi, ce que je dis souvent, là, vous commencez à remplacer beaucoup de fenêtres dont il y a déjà des membranes. Ça fait plusieurs années qu'il y a des membranes. Bien, c'est percé, le départ est là. C'est ça que vous êtes capable. Vous mettez un bout de membrane collé par-dessus. Souvent, quand vous désinstallez ou lors de la première installation, ils ont coupé la membrane. Puis vous le voyez, là c'est ouvert, là, vous avez l'œil dessus. Surtout, vous changez les câbles. Ben, le départ est là. C'est normal. Okay. Encore une fois, vous pouvez dire, bon, non, je ne le ferai pas, il n'y a personne qui va le faire. Mais dites-vous quelque chose, même dans la rénovation, si vous êtes poursuivi par un consommateur parce qu'il y a eu une infiltration d'eau dans ses murs et que ça a pourri, bien, le juge, il va se fier sur quoi? Pourquoi du bâtiment? On se dit, pourquoi vous n'avez pas mis la membrane? Il y en avait une. Elle était déchirée, il devait réparer. Non. Excuse, là même, tu dis, oui, mais le code, ça ne va pas dans la rénovation. Lui, il va l'appliquer. C'est certain qu'il va l'appliquer. OK, aussi pour répondre aux futurs changements on commence à vivre des changements climatiques. On nous vit. Je ne sais pas, j'écoutais en m'en venant au 98.5, il disait qu'il y a eu 3 jours ou 4 jours de plus basse température selon la période de l'année, cette année au Québec. Il disait que dans 30 ans ou en 2030, quelque chose comme ça, ça va être dans les plus chaudes qu'on va voir. Et donc, le changement est en train de se faire. Dites-vous que les gens qui font des scellants doivent déjà travailler là-dessus. Ils vont tenir à 30 degrés face au soleil avec tant d'ultraviolets. Ça commence à travailler là-dessus. Même chose pour les thermos, même chose pour le PVC, j'imagine, parce qu'on va résister à cette chaleur-là. Donc, avant, il fallait suivre ça pour dire est-ce que je mets une membrane? Est-ce que je mets une drip en haut? Il fallait calculer avec ça. Mais là, ils ont réglé le problème. Ils ont dit t'en mets tout le temps. Donc, ce n'est pas question. C'est réglé. Okay. Donc, il y en a beaucoup qui n'installent pas la goutte d'eau en haut. Je le vois encore aujourd'hui. Les gens mettent à l'eau, ils vont le calquer. Je sais que vous avez le meilleur, mais il va finir par décéder. Okay.
Mais donc, à ce niveau-là, c'est ça. Donc, nos murs, comme on disait tantôt, maintenant, sont bien isolés. On a appris à bien installer, à sceller ce fameux quart de pouce-là. Bien là, s'il y a de l'eau qui rentre, c'est pas rien qui sèche, là, parce qu'il n'y a plus de ventilation d'air. Donc, on crée un problème si on le fait mal. Ça, c'est important Les chaleurs et humidité, comme je dis tout le temps, ça va bien ensemble, ils vont bien créer des problèmes. OK? On parle de champignons, on parle de moisissures, on parle de fourmis. Écoute, j'ai vu, je disais tantôt, ils n'ont peut-être pas compris, mais moi, j'ai vu des murs comme ça, que c'est du bloc qui est dans la fenêtre. Là. Il n'y avait plus de 2x4, c'était tout mangé. Là, on défait le parement extérieur. Là, mes installateurs disaient, avant ça, il faut que tu fasses un chantier. Là. Il n'y a plus de 2x4 dans le mur. Là. Ils ont tout mangé. Ils sortaient les fourmis à appel. Mais ça, c'est une infiltration d'eau. Parce que les fourmis, ils aiment ça de l'eau mouillée, du bois mouillé. Ça, ouais. De l'eau mouillée, ça fait de la condensation. Ils aiment ça, le bois mouillé, ça se mange. Okay? Donc, on ne se pose pas la question, on met toujours une drip, on met toujours une membrane quand on. Oui. Les membranes, souvent, là, c'est sûr qu'il y a des types de membranes qui ont changé. Et le monde appliquait des membranes goudronnées. Donc, les membranes goudronnées étaient souvent par vapeur, puis il y avait des index parce que c'était l'humidité qui se créait, mais il n'était pas capable de se libérer, donc le corps finissait beaucoup plus rapidement. Il y a des membranes à cette heure, comme les toilettes, etc., qui sont premièrement autocollantes, parce que celle-là, elle va permettre de respirer. Donc, le choix aussi de la membrane, c'est le remplacement. Quand on remplace l'exemple d'une fenêtre, si vous voulez la réparer. Prendre la bonne. Oui. Il faut suivre les instructions du manufacturier. Même chose pour le scellant, vous allez appliquer sa membrane. Il est compatible? Parce que des membranes, ils vont vous dire pas ce scellant-là, parce que ou le scellant ne collera pas, ou ça va endommager la membrane. Donc, oui, mais il y a des instructions que nos installateurs doivent suivre, effectivement. Et peut-être que ceux qui s'occupent d'installation devraient faire la recherche avant de rentrer une sorte de membrane. Non, il ne le fera pas. C'est pas sa job, mais tu peux lui dire c'est celui-là que tu achètes ou c'est celui-là que je te fournis, hein, les deux. Mais ça, c'est notre job de le faire. Là. Exemple pour la pointe 4, mettons, le père HTCA, ils ont différentes images puis les guides. Ah ouais. Ben même maintenant, on est chanceux, j'en ai pas parlé ici, mais maintenant, tous les schémas d'installation sont tous faits par le GCR, celles qui vont être dedans, et ils font une super de bonne job. OK? Donc, la GCR, c'est la garantie construction résidentielle au Québec. On peut dire qu'ils ont remplacé même nos inspecteurs en bâtiment au niveau résidentiel. Parce qu'eux autres s'assurent que chaque maison neuve suit les instructions. Et une des représentantes, Mme Laberge, elle est sur le comité de la norme. Donc, on va être sûr que tout est suivi. Puis on a des gens même de l'APCHQ. Donc, c'est vraiment fait par tous les milieux. On a des fabricants, on a des manufacturiers, puis on a des installateurs. Par exemple, Derek, qui est rendu là-dessus. Il a pris sa retraite, puis il est devenu le comité d'installation. C'est mon ex-associé. Elle connaît Derek, c'est mon ex-associé dans IDK. Donc, moi, j'ai fait rentrer des installateurs là-dessus. Je dis, c'est beau, on jase, mais il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais ça ne se fait pas. C'est cute que c'est écrit là. C'est génial. C'est comme mon bain de tantôt. Mais tu vas de le poser sur le chantier. C'est effectivement. Donc, encore une fois, je suis fatiguant, mais ça me fait plaisir. Novatech, Sherwin Williams, Protomac, merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Là, on continue. Là. Bon, des nouveaux cheminements. Je dis bien des nouveaux parce qu'il y en existait avant, qui étaient là, qui sont encore en place. Exemple, vous pouviez faire affaire au Canada avec CSA, qui faisait de la certification. Et après ça, de l'inspection. Vous pouvez faire affaire avec QAI, qui le fait toujours. OK? Vous pouvez faire Intertech, je ne suis pas certain, mais je pense que oui, non. Non, ils ne font pas. Je pense qu'il y a juste QAI comme lab qui pouvait faire la certification. En tout cas. UL ne font pas de certification. Ils font les tests. Oui, ils ne font pas de certification. Donc, à ce moment-là, il y en a des nouveaux qui sont ajoutés. Ceux que je vous ai mentionnés étaient déjà là.
Avant, si on voulait vendre aux États-Unis, il n'y avait qu'une seule façon de le faire, c'était NFRC. OK? Et les gens choisissaient NFRC pour plusieurs raisons, même s'ils ne vendaient pas aux États-Unis. Un, ils pouvaient, je dis en anglais ou en français, piggyback. Donc, ils pouvaient se servir de la certification d'un manufacturier pour obtenir la leur. Donc, s'ils faisaient ce qu'il fallait faire, ils pouvaient l'obtenir avec NFRC. CSA ne voulait pas. CSA, à l'époque, je me souviens, était très dur dans le certificat. Ça coûtait très cher. Donc, il y a beaucoup de fabricants qui ont pris l'option NFRC. NFRC demandait qu'il y ait une agence d'inspection. On a un représentant ici, NAMI, en est un. Il y avait Keystone, il y a ALI, je pense. Il y en a... En tout cas, au Québec, c'est ceux qu'on va voir. Là. Okay? NAMI, Keystone et ALI un petit peu. Moi, je vu là. Ouais. Donc, avant, on avait à suivre le programme NFRC, donc il y avait des frais pour ça. Il y avait des frais pour NAMI, pour l'inspection. Ça marchait comme ça. NFRC aussi avait des frais par produit. Par exemple, un fabricant qui faisait des portes d'acier, des portes de fibre, des 12 sortes de fenêtres, je dis n'importe quoi, mais j'ai déjà vu, ben, il y avait tout ça à payer, 150 pièces par produit en plus. Ce qui faisait quand même assez cher. Ce qui est arrivé, c'est que NAMI et Keystone et LI ont dit, OK, nous, on va certifier avec la norme NFRC A440. Oui, c'est pas point 4. Point 2, je m'excuse. J'ai une erreur ici, que je corrigerai sur la version disponible. Point 2. Merci. C'était Canada seulement. Maintenant, c'est-à-dire que maintenant, c'est Canada seulement. Si vous vendez aux États-Unis, ce n'est pas le bon cheminement. NFRC demeure le meilleur. OK? Vous vendez seulement au Canada, et souvent, il y a des gens qui certifiaient NFRC qui ne vendaient pas aux États-Unis parce que c'était plus facile. C'est juste la simulation. Vous n'avez pas de test thermique à faire. Est-ce qu'il y a des tests thermiques? Non plus. Mais si on veut juste Energy Star, mettons. Je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre. Je sais que, par exemple, Edgetech, là, il avait fait une simulation. On n'avait pas simulé, je veux dire, on l'avait testé par rapport que lui soumet un manuel d'installation à son manufacturier, il dit comment faire, versus la nouvelle norme que chaque manufacture doit être inspectée individuellement. Puis, eux, en fait, vont respecter ce qui a été fait initialement, mais vont faire une simulation 3D là, pour leur produit. OK. Puis, c'est sûr qu'il peut y avoir différents listings, mais c'est ça que je me dis demander. C'est un coût pour tout le l'ensemble. produit, c'est un coût annuel. C'est ce que je pensais aussi. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Donc, les résultats vont être en métrique comparativement à NFRC où ils sont en empirique. NAMI, c'est aussi l'agence d'inspection. Le coût, il est fixe annuel. J'ai parlé à Keystone, j'ai parlé à NAMI au bureau, puis ils m'ont dit c'est un coût, un peu comme vous, c'est ce qui est bien. On peut utiliser un cadre par défaut. Ce qu'on ne pouvait pas avant, je parle de CSA, l'organisation, il fallait que tout le monde teste leur cadre. Okay? Donc, ça faisait des coûts plus grands. Et on peut réémettre des rapports d'un manufacturier comme Thermoplast ou PH. Voilà. Et ça prend aussi un manuel d'assurance qualité. Ce que je ne pensais pas que ça prenait, c'était par CSA 440.2. Mais bon, on m'a confirmé que oui. Même chose chez Keystone. C'est à peu près identique à NAMI. Pour les coûts, je n'ai pas d'idée, donc vous vous renseignerez. Les coûts, je ne me suis pas rendu là. Donc, je sais que c'est des coûts fixes annuellement, un peu comme QAI et vous autres. Donc, ce que je veux dire avec tout ça, pourquoi j'amenais ça? Parce que ça, c'est vraiment nouveau. C'est une révolution qu'on n'est plus obligé d'aller par NFRC. Exemple, moi, je travaille beaucoup avec Novatec, ils font leur certification par NFRC parce qu'ils vendent dans les deux côtés de la frontière. OK? Par contre, je sais qu'on peut réémettre les certifications avec les exigences de CSA. C'est 440.2. Donc, ça peut être fait. J'ai parlé à des labs, puis vous êtes peut-être au courant. C'est pas mauvais si vous y allez par NFRC pour ensuite switcher CSA 440.2. Ouais, c'est ça. Vous offrez les deux. Donc, mais pour un manufacturier,
il est peut-être mieux d'aller avec les exigences NFRC, puis réémettre CSA 440.2 au fabricant. Dire pourquoi, je ne sais pas exactement, mais on me dit que c'est plus simple. OK. C'est pour ça que c'est pas le temps-là. C'est pour ça que les agences sont développées avec le programme Canada. OK. C'est pour moi focuser sur OK. ça laisse une indépendance manufacturier et agent. Tout à fait. OK. On m'a aussi demandé, c'est quoi ce LEAF? La nouvelle NFRC, il y a une nouvelle façon de simuler qui s'appelle la méthode LEAF. Je me suis assis avec un laboratoire, je disais, tu vas m'expliquer LEAF parce que personne ne comprend. Il m'a répondu, ben, ça fait pas longtemps qu'on comprend, nous autres aussi. OK? Mais la méthode LEAF, en fait, a très peu d'effet sur les résultats, et s'il y en a un, c'est minime. Il dit, tu ne changeras pas de braquette parce qu'on utilise LEAF. Pour ceux que c'est les portes d'entrée sur peinture, ça a 0 effet. Donc, juste vous dire ça. Parce que LEAF, il y a tellement de membres qui m'ont demandé, c'est quoi ça? Ça va-tu nous pénaliser? Non. Ça, c'est la réponse. OK? C'est une nouvelle façon de simuler les produits en tenant compte de différentes exigences qui ont regroupé, je pense. Je ne suis pas exactement au courant. Je ne suis pas un laboratoire. Mais moi, ce que je voulais savoir, ça a-t-il une influence? Non. Parfait. Il y a quelque chose qui s'en vient aussi, c'est les surchauffes avec le verre et les gains solaires élevés. Ça devient problématique. Problématique au point où on me disait, puis je n'ai pas pu valider, j'en ai parlé, je pense, vendredi, que le nouveau code du bâtiment va peut-être fonctionner seulement par le U. On verra. Je ne sais pas. Mais si ça arrive, ben, on va pouvoir mettre des, je n'ai pas des termes, mais donc des thermos qui sont plus réfractaires au gain solaire, mais qui ont un bon U. Mais avant, on performait mieux avec un gros RE, donc des verres avec un gain solaire élevé. Problème qui arrive avec ça, surchauffe dans les maisons, ça fait changer les tapis de couleur, les meubles de couleur plus rapidement. Puis les airs climatiques ne fournissent plus quand on a une... Puis on s'en va-tu vers un changement climatique qui réchauffe ou qui refroidit? Vous avez la réponse, ça n'aidera pas tantôt. Donc, je crois que les vendeurs au détail, maintenant, vont devoir avoir une formation pour dire si tu es au sud et au nord. Exemple, on va te mettre un thermo avec gain solaire élevé. À l'est et à l'ouest, où le soleil rentre demain, on va plus travailler avec des verres qui vont repousser. Je ne suis pas rendu là dans ma réflexion, mais je pense qu'ils vont devenir un peu plus professionnels que juste donner des prix souvent. OK. Ah oui? C'est ça, hein? Ça s'en vient, ça. C'est quelque chose qui s'en vient. Je n'ai pas confirmé ou infirmé, mais j'ai eu 2, 3 sont là. Ça, c'est un troisième. Je me dis, bon, ben, la rumeur doit être correcte. Ça, c'est à ce niveau-là. Problème qu'on a aussi, qu'on va parler, les grandes dimensions des fenêtres. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? OK? D'autant plus que, je ne sais pas, j'ai reçu la revue de Glass, je ne sais pas si vous l'avez eu ce mois-ci. Avez-vous les nouveaux développements au niveau des thermos? Du quadruple. Dans une fenêtre de 96 par 72. Fixe. Quadruple. Comment je vais monter ça là? Puis comment ça va résister? Quadruple, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui, le verre scellé, le vacuum glass. Donc, autrement dit, il n'y a plus d'intercalaire. C'est pas bon pour tout le monde. Mais il n'y a plus d'intercalaire. Donc, à ce niveau-là, mais les dimensions sont limitées. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la demande du marché vers des grandes... Donc, il y a quelque chose, une réflexion à faire à ce niveau-là. J'en ai parlé un peu à Terry. Je pense qu'on devrait s'asseoir. Puis, Terry, il connaît beaucoup le code de la Colombie-Britannique. Pour eux autres, c'est majeur. C'est majeur au point, je pense quand même que Vancouver ne veut plus rien savoir du RE. C'est du U, point. Parce qu'ils ont trop de problèmes. OK? À ce niveau-là. Donc, ça, c'est peut-être un sujet qui va devenir les grandes fenêtres et combiné avec les gains solaires élevés. Imaginez, vous avez une 96-80 avec du gros gain solaire. On va dire,
Oui, oui. En plus, ça, c'est une autre chose. L'opérateur va te fournir. Puis, tu sais, j'ai été au détail, puis le client va me dire oui, mais ton compétiteur le fait. Là, ouais, on va le faire, là, ça, ils vont perdre de l'argent. Mais il va falloir à un moment donné arrêter, là, ça ne marche plus. Là. Non, des fois, tu es mieux de ne pas le faire. Mais explique ça à un vendeur, tu m'amènes à sa poche. C'est ça. Exact. Ce qui va t'aider avec ça, c'est qu'on élimine le RE. Parce que dans le terme studio, soit avec le montage, c'est 98% des produits qui passent Energy Star Ouais. avec le RE. Ouais. Fait que si on élimine ça de même affaire, si ça réalise, ben là, ça va être la panique. Ça va être la panique. Parce que Ouais. là, le père va donner comme le. Et c'est pour ça qu'ils doivent donner un certain délai, que j'espère qu'ils vont donner. Il faut que les gens revoient leur position là-dessus. Là. Les programmes gouvernementaux, les subventions, tout ça qui sont associés à Energy Star, eux autres aussi, là, le stage qui s'ajoute en conséquence, parce que si Oui. 85% de nos produits rencontrent Energy Star, on ne peut pas être sur Energy Star. Il n'y aura plus rien qui va être. Tu as raison là-dessus, il faut donner autre chose. C'est comme une espèce de chaîne. On me disait aussi, encore une fois, une rumeur, puis on saura me le prouver, que le nouveau code du bâtiment, quand il va sortir, les exigences thermiques au niveau des fenêtres vont être assez élevées pour que Energy Star ait plus de raison d'être. Donc, on verra à ce moment-là. On n'est pas... Donc, on voit que ça devient de plus en plus exigeant, même dans la maison neuve, même dans tout. Donc, se mettre à l'ouvrage tout de suite. Là, j'aimerais faire un petit tour de table rapide, pas obligé de tout parler, là, mais y a-t-il des sujets que vous aimeriez qu'on s'occupe de regarder et d'entretenir là-dessus, faire des présentations? On est plus de monde que d'habitude au comité, donc je demande. Y a-t-il un sujet qui tient à cœur? Ben, je vois que les grandes fenêtres, ça va vous intéresser. Hey, c'est bien. Ce que je trouve un peu logique. C'est correct d'agrandir les fenêtres, tout ça, mais ils ne sont pas obligés de tout être ouvrables. Tu sais, Ouais. c'est pas obligé d'être des ouvrables, ça serait pas qui est limite à un moment donné. Tu sais, sûr qu'on veut mettre la quincaillerie toujours plus grosse, puis il n'y a comme pas assez de volume pour dire mettre la recherche et le développement dans 5% peut-être des ventes à un moment donné. Mais c'est juste une réflexion personnelle. Oui, oui. Mais non, mais tu as le droit de te poser la question. Quincaillerie fait partie de la fenêtre. Là. Prends juste des portes patios, là, où ils sont rendus tellement grands. Les roulettes, il faut que ce soit gonflé. Il faut que ça soit des roulettes entraînées. Oui, vas-y. D'autres sujets? Si vous en avez, puis ils vont me faire parvenir, puis je vais travailler avec Terry là-dessus. Parce qu'il y a des sujets qui sont faits pour d'autres provinces on n'applique pas encore ici, mais ça peut arriver. Donc, on pourrait commencer à travailler là-dessus. On a plusieurs ressources. Oui. Donc, nous, on travaille sur ce que vous nous demandez de travailler. C'est sûr que nous, on essaie de voir si ça en vient, puis de informer de nos connaissances, mais souvent, ça ne sera jamais meilleur que si on va avec ce que vous avez entendu tous les mois. On va vraiment creuser là-dedans. Donc, n'hésitez jamais. Moi, ce que j'ai vu beaucoup, c'est que les gens pensent OK, mais ça, c'est peut-être mon problème dans mon petit groupe, peut-être juste 2 membres. Bon, ça vaut peut-être pas la peine. On veut savoir, on veut s'en occuper si on est capable, mais c'est pas. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que comme on est national, votre petit problème à vous ou 2 membres au Québec, ben, c'est peut-être le même problème à 15 membres à travers toute la membership, là, ça devient encore plus pertinent de le faire. Ça part comme ça, c'est mis en présentation, après ça en projet, en représentation gouvernementale aux besoins. Donc, ça part vraiment de là. C'est ça pour comprendre. On se nourrit de ça, nous, dans le fond. Mon équipe, pour Oui. l'autre manufacturier, peut-être une espèce de cours 101 norme US. OK. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise un peu, là, mais on faut Prends-tu des notes? C'est tout. OK, c'est enregistré, c'est vrai. C'est comme important. Ce que tu disais, nos représentants au ventre, plus on va avancer dans le temps, mais
moins ils vont être des donneurs de prix. Là. Oui, oui. Ça va devenir des gens qui doivent être plus outillés au niveau technique, tout ça, pour voir quelles sont les difficultés, puis bien conseiller son client, parce que c'est plus juste une fenêtre à battant ou une fenêtre à guillotine, là, il y a des options à obtenir pour s'assurer que le bon client a le bon produit pour la maison. Et ça, la norme egress, c'est quelque chose Un peu mystérieux. Il faudrait. on aurait peut-être besoin d'être éduqué un peu mieux pour mieux éduquer nos gens. Je sais qu'on avait parlé à un moment donné dans un comité d'avoir des petites capsules que vous pourriez faire écouter à vos employés, à vos installateurs, à vos vendeurs. Ça pourrait être. Là-dessus, justement, on a montré tantôt, on est en train de finaliser l'installation dans un studio, ici dans le bureau. Fait que ces capsules-là, par exemple, on va pouvoir vraiment les produire le plus professionnellement possible pour que ce soit facile à digérer pour au lieu d'être toute une présentation comme ça, que probablement ton vendeur ne va pas regarder de français. Si on fait une capsule d'une minute, ils vont être scriptés, bien montés, puis c'est comme en ayant en tête que si on donnait ça même directement au consommateur, Moi, c'est ce que je voyais. Tu vois, ce que j'ai monté pour la condensation, on pourrait en avoir une petite capsule qui explique ça, puis vous pourriez faire écouter au consommateur. C'est mon avis. Je ne sais pas où aller là, ou quelque chose du Québec, on a commencé à parler, je pense, des premiers meetings il y a un midi. Ouais. Ah, ça serait bon. Nous, on a commencé à travailler dans ce sens-là. Mais là, les résultats s'en viennent là-dessus. Justement, c'est un exemple d'une chose qui a été dite dans une réunion il y a un bout de temps, que bon, on va avoir c'est devenu un projet encore plus gros. Donc, on va faire ces capsules-là, on va commencer en français pour le Québec. Dans le fond, ça fait notre preuve de concept pour faire comment on va faire ça pour tous les gens. Mais vous, en Alberta, de quoi vous voulez qu'on parle? Parce que l'IRS, ça peut être régional, ça peut être municipal ou simplement. Tu as les règles de base, mais après ça, c'est par municipalité. Parler de ça, ça va être. Peut-être que les municipalités ont certaines exigences, mais comme on disait, c'est pas toutes les municipalités qui ont des inspecteurs qui l'appliquent, mais de plus en plus, il y en a qui l'ont pour ça, pas pour la construction neuve. Je pense qu'ils laissent ça à GCR au Québec. Mais pour les rénovations, j'ai vu des gens qui avaient des fenêtres coulissantes dans une chambre à coucher au sol, qui n'était pas egress. Et tout a bien passé pendant 2 ans, jusqu'à temps que je change la piscine. Il est venu voir inspecter la piscine, l'inspecteur, il dit: y a-t-il une chambre là? Ça fait pas longtemps que c'est installé. Et dites-moi c'est qui? Une chambre. Ouais. Donc, ça peut arriver à rebours. OK, donc. C'est vraiment d'actualité. Depuis 1 an, j'ai peut-être pas tous les semaines, mais j'ai un client qui me pose des questions sur les fenêtres egress. J'ai Thermoplast avec l'équipe technique qui travaillent fort pour arriver avec un guide, un système que les clients, selon la série, surtout sur la série maison, celle qu'on vend beaucoup, que les clients vont pouvoir faire le système avec les extrusions qu'ils ont déjà en usine, avec la même quincaillerie, sans tout réinventer, mais d'avoir l'ouverture. J'ai des idées là-dessus. Ouais. Des agents qui m'appellent. Des agents qui m'appellent. Oui. OK. Michel. Oui, Michel. Ouais. Parfait. Ben. J'ai terminé. Alors, encore une fois, je remercie Novatec. Sherwin-Williams, merci beaucoup. Et bien sûr, Protomac pour nous avoir reçus aujourd'hui. Puis comme je disais, pour Protomac, cette salle-là va être disponible bientôt, Nadine. Donc, pour tous les gens qui auraient des meetings à faire entre Québec et Montréal, ça sera idéal. Même Trois-Rivières, Victo, on est vraiment bien placés. Félicitations. Encore merci. Bonne fin de journée.